Coucou, c'est Chlo. Bienvenue dans le 10e épisode du podcast Avant 30 ans, j'espère que vous allez toujours très bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode comme promis qui va parler de l'immobilier, qui va parler du premier bien que vous allez acquérir avant vos 30 ans et de tout ce qu'il faut savoir avant de devenir propriétaire. Et pour ça j'ai mon frère Thomas qui va répondre à toutes vos questions. C'est parti. Bonjour Thomas. Bonjour Chloé. Je t'invite aujourd'hui sur le podcast pour parler immobilier. Exactement, parce que tu es avant tout un grand passionné d'immobilier et tu en as fait ton métier. Tout à fait. Du coup, aujourd'hui, je suis expert immobilier et je travaille à mon compte et pour une petite boîte qui est une start-up dans une fintech qui s'appelle Rock Estate. Et qu'est-ce que ça veut dire, expert immobilier exactement ? Alors, en Belgique, en fait, quiconque peut être expert immobilier. Il n'y a pas vraiment d'accès à la profession. Mais grosso modo, un expert immobilier, ça fait des expertises. Et donc, dans le cadre d'un crédit bancaire, souvent, mais dans le cadre d'une succession aussi, les gens ont besoin d'avoir un avis impartial et indépendant sur la valeur de leur bien ou du bien qu'ils veulent acheter. Et donc, l'expert, il est là pour faire ce boulot-là. Tu as également été agent immobilier ? Oui, c'est correct. Donc, je peux vite fait toucher sur mon parcours. Donc, j'ai commencé à l'université, à l'UCL, en économie. Et après la première année, malgré que ça se passait bien, chaque fois que je passais devant une agence immobilière, j'avais un peu les sirènes qui s'allumaient et qui me disaient « Viens me voir !» Et en fait, je me suis dit « Ok, je vais me donner le challenge de quitter l'UNIF alors que j'ai pas fini et de commencer un stage. » Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai travaillé pendant 3 mois chez ERA, dans une agence à Braine-l'Alleud. Et puis, mon expérience m'a fait dire qu'en fait, j'avais envie d'avoir un diplôme. Et donc, je suis retourné aux études. J'ai fini, du coup, j'ai fait un bac plus 5, un master en économie et puis en management science. Et puis après ça, j'ai fait mon premier stage dans une société d'immobilier de nouveau, qui est Sotheby's, donc dans le marketing. Et je me suis dit, bon, j'ai quand même envie de travailler dans l'immobilier, ou du moins d'y toucher de près ou de loin. Après une petite expérience en tant qu'agent immobilier dans le courtage, je me suis dit que c'était peut-être pas tout à fait ma vocation, ou du moins pas tout de suite. Et puis j'ai trouvé cette place sur Rock Estate où je me développe en tant qu'expert et où je pense que c'est vraiment mon milieu de prédilection. Trop bien, et donc tu n'as pas encore 30 ans. Non, du coup, heureusement que tu as fait ce podcast aujourd'hui. Tu viens d'avoir 29 ans. Oui. Dernière année, comment tu te sens ? Beaucoup mieux qu'au début de ma vingtaine. Je trouve qu'au plus tu vieillis, au plus tu commences à te connaître, tu connais tes mécanismes, la vie devient aussi un peu plus confortable. Donc, mieux que jamais. Et forcément, le fait d'acquérir un bien immobilier et d'être propriétaire, c'était parmi ta wishlist des choses que tu devais accomplir avant 30 ans. Alors moi c'était un de mes goals, après ça doit pas être le goal de tout le monde, mais moi j'avais pas dans l'idée de vouloir louer à quelqu'un pendant longtemps. Malgré les circonstances de la vie, je suis parti assez tôt de chez mes parents et donc j'ai loué quand même pendant 2 ans. Si c'était à refaire, peut-être que je le ferais pas, mais d'un autre côté au moins j'ai vécu un peu la vie de locataire, je sais ce que c'est, je connais les tenants et les aboutissants. Mais donc pour moi la première chose la plus importante c'était effectivement d'avoir un bien jeune. Donc tu as eu ce bien ? Oui. À quel âge ? Je pense que j'avais 26 ans. Ah ouais. Et est-ce que c'est jeune, 26 ans, pour être propriétaire, ou c'est là un peu la norme, t'as l'impression, autour de toi ? Je n'ai pas de statistiques sur la chose, ça dépend un peu du milieu où tu es aussi et quelles sont tes aspirations, mais je pense que c'est plutôt jeune. Après, voilà, on parle de bien immobilier, on peut très bien avoir un studio, on peut très bien avoir une maison, oui. Donc voilà. En tout cas, pour moi, c'était l'âge parfait. Ok, justement, ça va pouvoir introduire notre premier point, c'est pourquoi acheter avant 30 ans ? Est-ce qu'il y a plus d'avantages d'acquérir un bien immobilier avant 30 ans ou pas forcément ? Est-ce qu'il y a plus d'avantages avant 30 ans ? En fait, le gros avantage avant 30 ans, c'est qu'il nous reste encore beaucoup d'années de vie. Et c'est comme ça que la banque le voit aussi. Donc aujourd'hui, la retraite en Belgique, jusqu'à preuve du contraire, c'est 67 ans. Donc quand on a avant 30 ans, même 30 ans, il nous reste quand même 37 ans de vie et du coup de salaire. Ça veut dire qu'on a un bon profil puisqu'on peut emprunter sur de très longues années. Il n'y a pas des coûts réduits pour les jeunes Alors non, souvent on dit ah oui, ce sera bien cette nouvelle norme pour les jeunes. En fait,
En réalité, c'est pour les primo-acquéreurs, ils peuvent avoir 20, 30 ou 40 ans, ça change pas grand-chose. Mais bien évidemment, il y a plein de mécanismes, on pourra y revenir, qui aident les gens qui font leur premier achat ou leur achat unique. Et entre acheter ou louer, du coup, qu'est-ce qui est le plus avantageux selon les situations personnelles ? Alors moi, je suis biaisé, mais comme tu dis, c'est selon les situations personnelles. Je pense que de plus en plus, dans cette nouvelle génération, les gens commencent à peser le pour et le moins, le pour et le contre, pardon, et que certains arrivent à la conclusion que c'est peut-être plus intéressant pour eux de louer. Pourquoi ? Parce que plus flexible. Moi, autour de moi, je remarque qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont décidé de partir à vivre à l'étranger, que ce soit pour une courte période ou pour une période indéterminée. La location, ça leur permet d'être assez vite sortis de leurs biens, malgré que j'aurais 50 contre-arguments pour pouvoir dire que voilà, l'achat, c'est aussi flexible. Maintenant, ça doit dépendre un petit peu aussi de son rapport avec le risque et aussi son niveau d'information. Donc tu parles qu'il y a certains de tes amis finalement qui n'ont pas l'envie d'acheter un bien immobilier parce qu'ils ont d'autres projets comme voyager. Est-ce que tu as remarqué des différences dans les attentes ou priorités des jeunes par rapport aux générations précédentes en matière d'immobilier ? Oui, c'est-à-dire que aujourd'hui les jeunes peuvent avoir moins d'attentes aussi. Je pense que nous on a tous grandi avec l'idée que voilà, papa maman achètent une maison 4 façades, peut-être pas tout de suite, mais finissent quand même par l'acquérir pour avoir leurs 4 chambres et leurs 2 enfants et leur jardin bien carré. Aujourd'hui, la réalité, c'est que c'est beaucoup plus difficile pour les jeunes d'acquérir ce genre de biens. Et puis simplement, le marché immobilier fait que il y aura de moins en moins de villes à 4 façades. Il y a beaucoup de communes qui maintenant réfléchissent à interdire simplement la construction de villes à 4 façades. Donc on se concentre sur des maisons, sur des logements qui sont plus petits, qui sont plus en communauté. Et donc voilà, donc les attentes ont certainement sont descendues d'un cran. Maintenant après le Covid, il y a quand même pas mal l'attente d'avoir un espace extérieur, que ce soit en ville ou en dehors de la ville, que ce soit un jardin ou une terrasse, ça c'est quand même une attente assez importante. Donc on voit que les biens sans espace extérieur restent plus longtemps sur le marché. Les biens avec les appartements avec un jardin par exemple sont assez rares et partent très très vite, à Bruxelles du moins. Maintenant, ce qui est assez nouveau par exemple, c'est le télétravail. Donc à la place d'acheter un appartement, une chambre, les gens vont se dire non, je peux pas quitter ma location tout de suite parce qu'il me faut absolument un 2 chambres, voire même plus grand, puisque je travaille à la maison et donc il me faut un bureau. Donc ça, je dirais que c'est un peu les attentes changeantes. Maintenant, je pense qu'on avait tendance aussi à avoir peut-être des grandes pièces de vie. Avec le télétravail, ce qui compte, c'est d'avoir des pièces donc, pour télétravailler, mais on est flexible. Donc, on a pas mal de co-living qui se créent. Donc, ça, c'est de la location, mais à court terme, où les jeunes, au final, ont juste une chambre et une salle de bain qui est privative, mais par contre, tout le reste est commun. Et donc, c'est une autre dynamique totalement pour le jeune, en tout cas. Et tu parlais des primo-acquéreurs, qu'on soit dans la vingtaine, la trentaine, la quarantaine. Le plus important, c'est le premier achat. Quelles sont exactement ces aides, en tout cas en Belgique, que les primo-acquéreurs peuvent avoir ? Alors, je ne vais pas faire un cours de fiscalité sur l'immobilier, parce que sinon, ça va être un peu long. Mais donc, grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 3 régions en Belgique, et que ces 3 régions ont toutes des conditions qui sont différentes, qui diffèrent de l'une à l'autre. Et donc il faut arriver à comprendre quel est l'endroit où j'ai envie d'aller m'installer, simplement aussi parce que je m'y sens bien, j'ai envie d'y vivre, et aussi parce que je sais me le permettre. Donc à Bruxelles, jusqu'à preuve du contraire, il y a un abattement sur les frais d'enregistrement jusqu'à 200 000 €, donc c'est-à-dire que tout bien qui va jusqu'à 200 000 €, vous ne payez pas, c'est-à-dire 0 € de frais d'enregistrement, donc il y a toujours des frais de notaire et des frais d'acte de crédit. C'est maximum 200 000 €. Alors c'est maximum jusqu'à 200 000 € que l'abattement est donné. Okay. Mais par contre, le bien peut aller jusqu'à 600 000 € de valeur. Donc ça veut dire que sur les 400 000 autres euros restants, là tu paieras des frais d'enregistrement. Donc ça c'est pour Bruxelles. Pour la Wallonie, ils viennent de signer en plénière, je crois que la semaine passée, du coup la réduction des frais d'enregistrement. Donc il y a toute une série de conditions qu'il faut remplir, et ça, moi je conseille toujours d'aller bien se renseigner. Donc le site notaire.be, c'est un site où il y a plein d'informations, il y a plein d'articles, il y a des rapports annuels qui sortent avec des statistiques, donc c'est vraiment très intéressant. Avoir un bon courtier aussi, c'est quelque chose qui est très important, on pourrait y revenir. Donc en Flandre, donc en Wallonie, on vient de baisser à 3%. Donc pour l'instant, je ne connais pas particulièrement le plafond jusqu'auquel on va pouvoir aller, mais
J'avais l'air de lire hier sur LinkedIn que c'était sans plafond. Et puis enfin, en Flandre, on était à 3% et on passe à 2%, de nouveau sous certaines conditions. Mais par contre, là, il n'y a pas de plafond, si je ne dis pas de bêtises. Et il y a même un avantage supplémentaire, c'est qu'en Flandre, si le bien est en dessous de 240 000 euros, et ça c'est un plafond qui va peut-être être révisé de nouveau en 2025, là on a un avantage additionnel, je pense de 2 800 euros, si je ne dis pas de bêtises. Donc en réalité, c'est même moins que 3 ou 2%. Donc je dirais que si on a très peu d'épargne, peut-être que la région sur laquelle il faut se pencher, c'est la Flandre. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Oui, c'est la plus avantageuse, en tout cas pour les primo-acquéreurs, quoi. Oui, tout à fait. Alors, donc primo-acquéreur, c'est-à-dire qui acquiert pour la première fois un bien, mais en réalité, la définition, c'est plus habitation unique. Donc ça marche aussi pour les gens qui ont un bien mais qui vont le vendre, ou qui simplement ont déjà acheté un bien mais qui l'ont vendu entre-temps. On a la question de Sylvia qui dit qu'elle cherche un appartement 2 chambres à Bruxelles et qu'elle a un budget de 150 000 euros. Elle demande si c'est possible. Tu connais quand même pas mal le marché, tu es tous les jours sur ImoWeb. Oui, tout à fait. Donc je peux te répondre que non, ça va être très très difficile. Donc il faut être réaliste, 150 000 euros, 2 chambres et en bon état. Alors j'ose espérer qu'elle n'a pas rajouté ça dans son commentaire. Donc aujourd'hui ça va être difficile. Si on veut des biens à Bruxelles qui sont encore abordables et qui peut-être vont prendre de la valeur, il faut regarder surtout dans le nord de Bruxelles. Ce sont des quartiers qui aujourd'hui sont moins chers. Il ne faut pas hésiter aussi à sortir de Bruxelles et juste dans la périphérie annexe. Enfin, 150 000 euros, ça reste quand même un budget assez limité. Voilà. Ok. Et côté financier, du coup, parce que c'est important forcément cette question-là, c'est une question de Coralie, une auditrice qui demande combien il faut avoir de côté pour rester en sécurité financière, pour t'engager dans un achat de biens. Alors, je suis pas sûr de comprendre la question comme elle le veut, donc je sais pas si elle veut dire quelle est la quotité qu'il me faut restante au moment de faire mon crédit, ou est-ce qu'il me faut de l'argent de côté une fois que j'ai acheté mon bien. Aucune idée. Je vais te relire sa question exacte. C'est combien de pourcentage de nos économies doit-on garder pour rester en sécurité financière ? Je pense que c'est assez difficile de parler de pourcentage. Moi, ce que je dirais simplement, c'est quoi ? C'est de... Quand on va à la banque, le banquier, c'est pas vraiment un conseiller. Donc, il va vous donner en fait la mensualité que vous pourriez potentiellement rembourser en fonction de vos charges actuelles et de vos revenus. Il faut aussi se dire, ben voilà, à la fin du mois, il faut que je sache manger. Donc c'est bien que le banquier me dise, vous savez emprunter pour autant et il vous restera autant. Il faut que moi, je regarde mes dépenses actuelles et que je me dise, ben voilà, si demain je me retrouve avec ce crédit, est-ce que je vais pouvoir faire face au crédit ? Je vais pouvoir faire face aux charges du bien ? Je vais pouvoir faire face au revenu cadastral, donc au précompte immobilier qu'il faut payer une fois par an. Tout ça, c'est des choses qu'il faut calculer à l'avance. Et un point très important, et que les gens ont tendance un peu à sous-estimer, c'est les charges de copropriété. Oui, voilà. Quand tu es dans un appartement. Tout à fait. Ouais. Et c'est justement une question de Sylvia par rapport au prêt à la banque. Elle disait quand elle a lâché son travail pour se lancer en tant qu'entrepreneur, pour l'instant elle ne gagne pas encore sa vie, elle est encore elle est en stand-by par rapport au chômage, et elle demandait est-ce que la banque va bien vouloir lui prêter des sous. Alors, moi je ne suis pas banquier dans le crédit hypothécaire. Par contre, ce que je peux dire, c'est que quand on a un profil seul et qu'on est indépendant, c'est toujours plus délicat. Et souvent, la banque, ce qu'elle va demander, c'est d'avoir au moins 3 ans d'exercice derrière soi. Donc, on fera sûrement la moyenne des revenus des 3 derniers exercices. Donc ça, on s'en servira pour calculer les revenus. Et puis ensuite, peut-être que la banque demandera d'autres garanties. Alors la garantie, ça peut passer par un collatéral, c'est-à-dire un bien peut-être qu'ils auraient déjà dans la famille, si les parents veulent bien se porter garant également. Mais bon, voilà, c'est sûr que c'est des dossiers qui sont toujours un peu plus délicats. Et justement, sur la durée des prêts, j'ai entendu que c'était passé à 40 ans, alors qu'avant on était à 25 ans. Est-ce que tu penses que c'est bien ? Alors, je suis assez divisé sur la question. Donc, jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on faisait 25, voire 30 ans dans certaines conditions bien strictes. Donc 40 ans, c'est possible, et donc ça concerne effectivement vraiment les jeunes, puisqu'il faut avoir encore assez d'années de salaire devant soi pour pouvoir rembourser.
En fait, c'est simple. Hein. Donc, l'intérêt qu'il y a sur le crédit, il court à l'année. Donc, au plus il y a d'années, au plus il y aura d'intérêt. Et donc, si vraiment aujourd'hui, c'est la seule façon qu'on peut rentrer dans le marché immobilier et qu'on peut acheter, je dis why not, dans l'idée que si on a une augmentation de nos revenus, on puisse potentiellement refinancer notre crédit plus tard avec une durée plus courte. Auquel cas, je dirais, allez-y. Par contre, si c'est pour garder ce crédit à long terme, je dirais que c'est vraiment pas le crédit le plus intéressant. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que la Belgique est un des seuls pays au monde et en Europe à offrir des taux fixes, donc sur toute la durée du crédit. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, taux fixe ? Donc, ce que ça veut dire simplement, c'est que au moment où vous signez votre contrat d'offre de crédit, vous allez avoir un taux qui va être déterminé, donc TAEG, c'est-à-dire le taux annuel. Et donc, ce taux-là, il va être par exemple aujourd'hui de 3%, pour un crédit de 300 000 euros à quotité de 95%, disons. Eh bien, ce taux-là, si vous le signez aujourd'hui pour 25 ans, vous le gardez pendant 25 ans. C'est-à-dire que la mensualité du crédit, va rester la même pendant 25 ans. Un taux variable va varier. Donc ça peut être d'année en année, tous les 3 ans, tous les 5 ans, voilà, il y a plusieurs formules différentes. Donc quand le taux est bas, il faut vraiment bénéficier il faut vraiment tirer parti de ce taux fixe. Et en ce moment, est-ce que le taux fixe est bas ? Est-ce que le taux fixe est bas ? Alors, est-ce qu'il est plus intéressant d'avoir un taux variable ou un taux fixe ? Ça, c'est toute une question. Ça dépend effectivement de où se trouve le taux. Pour l'instant, le taux, il est, on va dire, relativement bas par rapport à, on va dire, une ligne de temps sur 50 ans. Maintenant, c'est vrai que si on regarde dans les 5 à 10 dernières années, on a eu des taux qui étaient anormalement bas, particulièrement bas, et donc notre génération surtout a pensé que c'était normal, et donc je dirais que les millénials en ont vraiment bénéficié, et que la nouvelle génération qui rentre se dit « Ah zut, les prix de l'immobilier ont vachement augmenté, et les taux d'intérêt sont plus hauts ». Mais voilà, à l'âge de nos parents, la génération encore avant, les taux étaient vachement plus hauts et ça les empêchait pas d'emprunter. La grosse différence étant que la quotité, donc c'est-à-dire l'argent qu'il faut mettre au moment de l'achat, a augmenté. Alors c'est bien simple, au moment, donc il y a 30 ans, les banques acceptaient encore de financer plus que 100% du prix du bien. Ouais, donc il fallait rien avoir de côté comme argent alors. Alors il fallait avoir un petit peu d'argent de côté pour montrer quand même que son profil était intéressant pour la banque. Mais pour autant, si le projet était bon, la banque pouvait financer aussi bien le prix du bien, le prix des frais annexes et potentiellement le prix des travaux. La différence aujourd'hui, c'est que les banques ont comme règle de ne pouvoir financer que 90%, voire 100% si dérogation. Donc il y a quelques dossiers qui passent comme ça. Et donc ça veut dire que aujourd'hui, la personne qui achète doit avoir les 10% du prix de la maison, plus les frais annexes, c'est-à-dire les frais d'enregistrement, les frais de notaire, les frais d'acte de crédit. Frais d'enregistrement, parce que bon, tu sais très bien, tu me connais, moi j'ai encore pas du tout le pied là-dedans, donc j'y connais rien. Frais d'enregistrement, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors tout simplement, c'est une taxe qu'il faut payer au moment de l'achat à l'État. Ok. Voilà. Okay. Et on en a parlé plus tôt, hein, donc... quand on parle d'abattement, c'est sur les frais d'enregistrement. Okay. Et donc, pour dire ça en simples mots, la taxe est moins chère sous certaines conditions dans certaines régions. Point. La taxe, il faut la payer de sa poche. Donc, au plus elle est élevée, au plus il faut avoir épargné de l'argent. Le meilleur deal aujourd'hui, si vous êtes jeune, c'est de pouvoir acheter un bien en Flandre, maintenant peut-être aussi en Wallonie. De l'acheter en dessous de 240 000 euros en Flandre, vous n'aurez que 2% à payer, moins les 2 800 euros. C'est-à-dire que quasiment pas de frais d'enregistrement, il faut juste payer les frais de notaire et les frais d'acte. Donc si on compte sur un bien de 200 000 euros, ça fait environ 8 000 euros. Mais un bien de 200 000 euros, du coup, c'est un appartement, on ne trouve pas de maison à ce prix-là. Alors, je peux pas parler comme ça, c'est-à-dire que la Flandre, c'est grand, la Flandre, c'est des coins aussi très isolés, donc oui, des fois, il y a des maisons à 200 000 euros. Imaginons, là, après ma location ici d'appartement, j'ai envie d'acheter une maison dans le Brabant wallon. À partir de combien je peux trouver une maison ? À combien sont les maisons minimum ? À 4 façades à Waterloo ? Là, ça se précise. Ça se précise un peu plus. Brabant wallon. Dans le Brabant wallon. Brabant wallon. Je pense que déjà,
par principe, les gens aiment habiter là où ils ont grandi. Donc c'est un bon réflexe que tu as. Tout de suite, tu regardes où tu as grandi. Donc Waterloo est assez à part. Le Brabant wallon est à part aussi. Le Brabant wallon est plutôt cher par rapport à la Wallonie. Mais je dirais que si tu veux une villa 4 façades, tu trouveras rien en bon état avant 450 000 euros. Donc ça fait un sacré budget pour une personne seule, c'est sûr. Pour un couple... Et donc 450 000 pour qu'on puisse plus imager tous les droits d'enregistrement, les taxes, etc. Ça veut dire qu'on doit avoir combien à la base dans notre poche, plus ou moins ? Alors là, tu me demandes de faire un calcul à la volée, donc ce que je peux effectivement essayer de faire. Donc si on est en Wallonie, on va dire 400 000 euros pour simplifier les choses. Ouais. Si donc on est sous le nouveau régime du 1er janvier 2025 à 3%, on est à 3 x 4, 12 000 euros de frais d'enregistrement sur 400 000 euros. En plus des 12 000 euros, on va payer des frais de notaire et des frais d'acte de crédit. On peut compter encore, grosso modo, entre 10 à 12 000 euros. Donc, ici, on peut compter qu'avec 20 à 25 000 euros, on a ce qu'il faut pour pouvoir acheter la maison. Mais tout ça, c'est sur un crédit à 100%. Si la quotité est à 90%, il nous faudra 40 000 euros supplémentaires. Waouh, oui. Donc, en théorie, ça fait 65 000 euros. Ah oui. Voilà. Et toi, tu as commencé à mettre de côté à quel âge ? Alors, très vite, mon premier salaire n'étant pas mirobolant, je me suis mis comme idée d'économiser le plus d'argent possible, et c'est passé par plein de techniques, comme étant éviter les abonnements à toutes sortes de services, c'est-à-dire Netflix, location de voiture... C'est parce que c'est maman qui paye. Netflix. Oui, entre autres, mais ce que je veux dire, c'est que je m'évitais des dépenses récurrentes et j'essayais de pouvoir contrôler mes dépenses. Ça, c'était très important. J'essayais aussi d'avoir peut-être recours à des petites astuces, comme utiliser Too Good To Go, acheter en occasion. Je me suis essentiellement meublé qu'avec des biens sur deuxième main, sur Facebook Marketplace. Et donc ça fonctionnait bien pour moi. Et donc j'ai économisé pendant 2 ans et j'ai pu acheter mon premier appartement. Et alors, qu'est-ce qu'on fait quand on commence la recherche de notre futur cocon ? Qu'est-ce qu'on utilise comme outil ? Est-ce qu'on va voir des professionnels ? Alors déjà, on n'utilise pas le mot cocon parce que je déteste le mot. Ça me donne de l'urticaire. Cocooning. Oui. Donc, comment est-ce qu'on fait pour chercher son bien ? Alors, le marché belge est assez spécial parce qu'on a le site web Imoweb qui, en fait, est grosso modo un monopole sur le marché du listing immobilier. C'est assez étonnant quand on regarde en France. C'est vrai qu'il y a des sites principaux, mais Imoweb rassemble la plupart des biens. Je dirais 95% des biens qui sont sur le marché. Il y a aussi Zimo, qui est un site qui est un peu plus pour les Flamands, qui est un peu plus en Flandre. Mais sinon, il y a plein d'autres sites, bien évidemment. Mais donc, la base de données principale, ce sera Imoweb. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, ce que je conseille toujours de faire quand on s'apprête à se dire, voilà, je m'intéresse aux biens immobiliers, qu'est-ce que je peux acheter, etc. C'est de créer des recherches sur Imoweb. Donc, on se crée un compte sur Imoweb et on commence à liker. Donc, on met dans son panier, on va dire, des biens immobiliers. Et donc, on reçoit des alertes tous les matins, à chaque fois qu'un bien rentre, en vérité. Et donc, la bonne chose à faire, je dirais, c'est que tous les matins, avant de commencer à travailler, on regarde un peu les biens qui sont rentrés. Alors ça dépendra un peu du marché, hein. Il y a des moments où les marchés sont très pour les acheteurs, d'autres pour les vendeurs, c'est-à-dire, il est bon d'être un acheteur ou il est bon d'être un vendeur. Pour l'instant, je dirais qu'il est bon d'être un acheteur, c'est-à-dire qu'on a quand même pas mal de biens sur le marché. Il n'y a pas tellement de transactions qui se font, du moins il y a moins de transactions qu'il y a 2 ans, largement moins. Et donc ce que je ferais moi si j'étais un nouvel acheteur et que j'avais pas beaucoup de connaissances, mais je me renseignerais en écoutant des podcasts par exemple, comme le tien. Je lirais beaucoup d'informations sur notaire.be. J'essaierais déjà de me trouver un notaire, c'est important. De constituer mon dossier bancaire. Donc j'irai chez le banquier, j'essaierai de comprendre quelle est ma capacité d'emprunt, quelles sont les étapes pour avoir ce crédit. Et puis, ne pas hésiter aussi à prendre le conseil d'un courtier. Donc ça, c'est quelque chose que les gens faisaient beaucoup avant et qui font un peu moins aujourd'hui. Et moi, je trouve que le courtier est de très bons conseils. Il est gratuit aussi. Ah oui ? Donc le courtier, il se rémunère sur le crédit, donc auprès de l'organisme de crédit. Donc il va de temps en temps vous offrir aussi des solutions annexes. Si le crédit classique n'est pas possible, il va essayer de trouver, on va dire, un montage pour que le crédit soit quand même possible, si c'est votre rêve, effectivement, d'acquérir un bien. Ok, top. Merci beaucoup pour ça. Bon, et justement, quand on n'a pas beaucoup de budget, souvent on va pencher vers une maison, un appartement où il y a des travaux.
Est-ce que tu penses que c'est mieux d'acheter un bien à rénover ou avec la clé en main? Alors, je vais répondre à cette question en 2 temps. Donc, ma première réponse sera surtout si vous n'avez pas assez d'argent pour acheter le bien de vos rêves ou le bien comme vous l'imaginez. Moi, je dis toujours achetez plus petit, achetez plus moche, achetez en moins bon état, simplement parce que ça vous met le pied à l'étrier. Alors, peut-être que ce sera un peu plus petit que ce que vous pouvez louer pour le même budget, mais sauf que vous remboursez votre crédit. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, non seulement vous aurez remboursé votre crédit, en partie, donc c'est-à-dire que vous aurez accumulé du capital, mais votre bien aura fait de la plus-value, c'est-à-dire que vous pourriez éventuellement le revendre et récupérer cette plus-value, mais en plus, vous ne commencez pas à mettre de l'argent dans le vide auprès d'un propriétaire. Donc ça, c'est une première chose. Pour répondre à la question plus précisément, est-ce que c'est une bonne chose d'acheter un bien qui est en mauvais état avec des travaux à faire ? Des fois, c'est pas toujours un choix, c'est peut-être des fois la seule opportunité. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'importance sur tout ce qui est PEB. Donc le score énergétique d'un bien va beaucoup influencer le prix et surtout la rapidité à laquelle le bien va se vendre sur le marché. Et donc, de temps en temps, et même surtout sur des plus gros biens, il est très intéressant d'acheter un bien avec des travaux parce que premièrement, vous allez peut-être être un peu moins nombreux sur le marché. Ça veut dire que vous allez pouvoir peut-être négocier un peu plus le prix de vente. Et dans un deuxième temps, les travaux que vous les financez et vous payez la TVA à 6%, donc si la maison a plus de X années, et vous ne payez pas de frais d'enregistrement sur cette partie-là. En plus de tout, vous choisissez vos travaux, donc vous choisissez comment vous rénovez le bien. Donc à la place d'acheter une maison toute faite par les goûts de quelqu'un d'autre, vous pouvez choisir vous-même comment vous finissez votre maison et surtout vous savez comment sont les choses. C'est-à-dire que si vous refaites la tuyauterie, si vous refaites la toiture, vous savez comment ça a été fait. Si jamais il y a une fuite d'eau ou quoi que ce soit, vous savez par où ça peut être rentré par exemple. Tandis que quand tout est fini, vous n'avez pas d'idée comment les travaux ont été faits et ont été finis. C'est pas super cher des travaux, les matériaux c'est de plus en plus cher. Donc au final, est-ce que c'est vraiment intéressant ? Alors oui, c'est une bonne remarque. Donc, est-ce que c'est vraiment intéressant ? Mais donc, rien n'est gratuit. Donc, si vous achetez un bien qui est totalement rénové, vous allez payer de toute façon les rénovations que la personne a faites. Donc, voilà, ça c'est une chose. Si vous achetez une maison et que vous la rénovez, vous pouvez déjà décider de la rénover à votre aise. Dans la ligne du temps que vous décidez, vous pouvez obtenir des primes. En fonction des régions, il y a des primes qui sont très intéressantes à la rénovation. Ensuite, si le PEB est très mauvais, vous pouvez éventuellement avoir des avantages sur l'abattement si vous arrivez à prouver que vous rénovez et que vous arrivez à un certain PEB. Et ensuite, oui, c'est sûr, ça peut représenter un gros budget. Moi, ce que je conseille, c'est d'aller faire une contre-visite de son bien avec peut-être quelqu'un du bâtiment, un entrepreneur, pour arriver quand même à chiffrer si c'est quelque chose qui, pour vous, est totalement étranger. De pouvoir vous dire quand même dans quoi est-ce que je m'embarque. Si on doit faire une rénovation assez complète d'un bien sans pour autant que ce soit des finitions haut de gamme, on doit quand même parler de 1 500 € hors TVA par mètre carré. Donc pour une maison de 100 mètres carrés, qui est déjà une très petite maison, on parle de 150 000 € hors TVA. Donc c'est un budget, c'est sûr. Maintenant, ça, on parle de avoir des professionnels qui font les travaux, on parle de rénovation profonde quand même. Je pense que si on est sur une rénovation de rafraîchissement, plutôt, on peut compter entre 500 et 750 € si on est prêt aussi à mettre la main à la pâte. Et lors de nos visites de maison, si on s'y connaît pas très bien, quels sont les pièges à éviter ? Quelles sont les choses qu'on doit vraiment regarder avant d'acheter un bien ? Alors, il y a des tonnes de choses. Il y a des choses, déjà, dans un premier temps, qui sont légales. Donc, normalement, un bien, quand il est en vente en Belgique, il doit obligatoirement déjà avoir un certificat PEB. Et donc, il ne faut pas s'arrêter à la lettre du PEB, il faut vraiment aller voir dans ce certificat PEB quelles sont les caractéristiques, quelle est l'épaisseur de l'isolation, quelles sont les recommandations du certificateur. Donc ça, c'est déjà un dossier qui est très important à lire et qui doit être présent. Souvent, trop souvent, je vois PEB en cours, ou alors on a une excuse pourquoi le PEB n'est pas encore là. Ça, normalement, c'est red que flag, quoi. Red flag, mais red flag aussi simplement parce que la vente est peut-être mal préparée. Donc ça voudrait peut-être dire que vous pourriez faire une bonne affaire, soit on va s'arrêter là. Ensuite, il y a d'autres documents. Donc il y a le certificat de conformité de l'électricité. Donc là, vous pouvez déjà savoir aussi si l'électricité est conforme ou non. À côté de ça, il y a les renseignements urbanistiques. Très important, savoir si mon bien a des infractions urbanistiques, si ces infractions urbanistiques sont constatées, s'il y a effectivement
éventuellement une injonction de la commune pour mettre de l'urbanisme, pour mettre certaines choses en ordre, tout ça, ça peut représenter des coûts. Si toutes ces choses-là sont assez étranges pour vous, moi ce que je conseille c'est de faire appel à un expert immobilier aussi. Ça c'est aussi quelqu'un qui de manière complètement indépendante peut venir donner un jugement et peut venir donner du conseil. Moi sur mon temps libre je suis aussi coach immobilier et donc je peux rendre service aux gens qui le désirent, je peux venir faire une visite, c'est pas quelque chose qui est particulièrement coûteux, mais au moins ça permet de donner un peu un avis et d'accompagner une personne. Vaut mieux des fois faire une visite avec un entrepreneur, un expert immobilier, et que ça vous coûte 200, 300, 400, 500 euros, mais que vous vous engagiez pas dans un achat qui va vous coûter largement plus. Et justement, si on veut trouver des personnes comme toi, si toi tu n'es pas disponible, comment on fait pour vous trouver ? Les courtiers sont enregistrés à la FSMA, donc il y a une liste qui se trouve sur Google qui est facilement trouvable. Au niveau des experts immobiliers, donc je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas d'accès à la profession. Pour autant, il y a toute une série de certifications qui sont mises en place pour quand même arriver à essayer de distinguer les charlatans, enfin, si j'ose dire, des gens qui font vraiment le métier dans les normes européennes. Et donc ça, vous pouvez vous renseigner auprès, par exemple, de certifications comme Belgaval, c'est celle à laquelle je suis inscrit, ou plus largement Tegova ou RIX. Ok. Voilà. Et toi, comment on peut te joindre ? Quelle est ton adresse email ? Alors, vous me trouvez simplement sur les réseaux, mais mon adresse email c'est absoproperties, donc absoproperties@gmail.com. Voilà, ça c'est mon adresse professionnelle, mais n'hésitez jamais à m'écrire un petit message sur LinkedIn. Je réponds très rapidement, je fais des posts quasiment toutes les semaines sur les sujets, donc n'hésitez pas à me suivre si le sujet de l'immobilier vous intéresse parce que vous pourriez y apprendre beaucoup de choses. Une autre question que j'ai, c'est comment choisir entre un achat pour y vivre ou un achat comme investissement locatif ? Parce qu'on est beaucoup à vouloir... mais toi, ça a été la première chose que tu as faite, c'est que tu as acheté pour mettre en location. Non, c'était pas tout à fait correct. Donc j'ai habité en Flandre, oui. La législation est différente. Il n'y a pas de durée minimum pour habiter son bien avant de pouvoir le mettre en location quand on a bénéficié d'une sorte d'abattement, ce qui n'est pas le cas en Wallonie et à Bruxelles. Ah mais je savais déjà pas qu'il y avait ça, moi. Ça fait partie du podcast, ça ? Oui. Parce que c'est une discussion. Ah oui. J'étais pas au courant qu'il fallait vivre un minimum de temps avant de pouvoir le mettre en location, quoi. Ah si, tout à fait. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a des conditions à avoir l'abattement. Donc, les conditions, des fois, ça peut être, par exemple, d'être domicilié 5 ans dans le bien. Donc, on ne peut pas commencer à le louer, en tout ou partie d'ailleurs. Donc, c'est-à-dire qu'il n'est même pas question de louer le premier étage ou une chambre. Donc, voilà, c'est pas la question. Par contre, la question est tout à fait pertinente de savoir si on veut acheter pour mettre en location ou si on veut acheter pour y vivre. Comme je le disais, il y a toute une série de mécanismes aujourd'hui en Belgique, puisque la taxe, donc les frais d'enregistrement sont assez élevés, qui font que aujourd'hui, la question ne se pose pas tellement finalement pour les jeunes, puisque un achat à la location ne va pas pouvoir bénéficier des abattements et de plus, la banque va attribuer une toute autre quotité et un tout autre regard à l'investissement, puisque là, ce sera vraiment un investissement locatif. Donc, qu'est-ce que la banque va regarder ? Elle va regarder, simplement, je vous prête ni 90 ni 100%, mais je vous prête potentiellement 80%, c'est-à-dire qu'il faut avoir plus d'apport. Ensuite, ils vont regarder quels vont être les revenus futurs locatifs de cet appartement ou de cette maison, et ils vont dire, on considérera que ces revenus futurs locatifs, ça équivaut à 80% du loyer que vous dites, parce qu'il peut y avoir des vides locatifs, etc. Et ça viendra s'ajouter à vos revenus. Donc c'est totalement une autre démarche. Maintenant, si on tire tout ce qui est abattement, etc., c'est une question qu'il faut se poser. D'ailleurs, on n'est pas toujours obligé d'acheter son premier bien en Belgique. Il y a des pays dans lesquels on peut acheter et où il y a beaucoup moins de frais à l'entrée. Et où peut-être ça fait sens parce que simplement on se dit moi je suis très bien en location aujourd'hui, je paye pas cher et j'habite dans le quartier de mes rêves, je pourrais pas me le payer que d'acheter ce même appartement dans mon quartier de rêve à Ixelles par exemple. Eh bien j'achète un bien à Tourcoing où j'achète un bien dans une région beaucoup moins chère parce que je sais le faire et que peut-être le rendement locatif à cet endroit-là est très bon et j'ai pas de souci à avoir un bail et pour autant être propriétaire à côté.
Ça, c'est à voir un petit peu en fonction de comment on a envie de mener sa barque. Donc toi, Thomas, c'est objectif quel âge pour une maison 4 façades ? Pour moi, pour ma Ouais, part, pour toi. j'ai pas d'objectif d'âge. Bon, c'est vrai qu'à 35 ans, ce serait bien d'être installé. Mais je pense que je vais d'abord essayer d'agrandir mon portefeuille immobilier et peut-être ensuite je regarderai acheter ma résidence principale qui sera, je l'espère, une maison 4 façades. Cool. Et pour clôturer, si tu avais un seul conseil à donner à un jeune qui souhaite se lancer et acheter son premier bien, quel serait-il ? Mais qui se lance. Au final, donc il y a quand même pas mal de risques, mais il faut partir du principe que le marché immobilier belge est plutôt sain, qu'on a une augmentation chaque année de la valeur des biens, et que donc même si on fait un mauvais achat, même si le taux est un peu haut, même si on achète un peu cher, eh bien, in fine, si on reste assez longtemps dans le bien, et si on a un peu de goût, non, je rigole, on n'est pas perdant au final. Ok, merci Thomas d'être venu sur le podcast. C'était un plaisir Chloé, je reviens quand tu veux.